Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui portera aujourd'hui sur la confiance. Je suis aujourd'hui accompagnée de mes trois collègues que je vais laisser se présenter. Donc vas-y Camille. Bonjour à tous, Camille Petot, je suis directrice générale adjointe chez AR24. Bonjour à tous, excusez-moi. Je suis Camille Petot, je suis directrice générale adjointe chez AR24, une des sociétés de DocaPost spécialisée dans le recommandé électronique. Fred. Bonjour, donc Frédéric Olivier, je suis responsable commercial de l'offre de signature électronique au sein de DocaPost. Et Yume. Bonjour à tous, Yume Kaneko, donc directeur des ventes de la BU Archivage de DocaPost. Et puis moi finalement je ne me suis pas présentée, donc Morgane Tullier, Product Manager sur la gamme signature chez DocaPost. Donc aujourd'hui on va vous parler de trois solutions de confiance pour réussir la digitalisation de vos process. Donc très rapidement au sommaire. Donc au sommaire, déjà on va définir tous ensemble ce qu'est la confiance numérique. Ensuite on fera un zoom donc, sur les trois solutions dont on vient de parler à l'instant, donc à savoir la lettre recommandée électronique, la signature électronique et l'archivage électronique. Et enfin on terminera sur une session questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est ouvert tout de suite. Donc qu'est-ce que la confiance numérique selon DocaPost? Donc en 3 points. Aujourd'hui, les enjeux de la confiance numérique se situent au niveau de la data et du risque, et c'est parce qu'il y a du risque aujourd'hui qu'on parle de confiance. Donc dans un premier temps, on va réconcilier, sécuriser et pérenniser la donnée, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde physique et digital. Donc l'objectif c'est de réconcilier les deux et de pérenniser surtout la donnée qu'on peut récolter sur les deux environnements. Ensuite, il faut l'opérer. Et donc ça va au-delà des systèmes applicatifs, puisqu'on va devoir l'opérer, cette donnée, dans un environnement qui va être organisationnel, humain, technologique, juridique, sécurisé, maintenu et pérenne également. Et cette notion de pérennité, on va la retrouver globalement dans les trois solutions dont on va vous parler. Et derrière, prévenir le risque, encore une fois, donc lié à la gestion des données, aux exigences réglementaires, juridiques et normatives qu'on va voir également dans la foulée. Donc aujourd'hui, qui opère la confiance? Vous entendez beaucoup parler notamment des tiers de confiance. Donc aujourd'hui, ce terme est de plus en plus remplacé par les prestataires de services de confiance, les PSCO également, qu'on peut entendre sur la place, donc qui sont finalement les acteurs du développement de la confiance dans le monde numérique. Leur rôle est très simple, ça va être de sécuriser et fiabiliser donc, la triptyque de la confiance numérique, donc l'identité, les documents, les transactions et le temps aussi, donc tout ce qui va être notion d'horodatage, la mémoire numérique. Et enfin, engager leur responsabilité juridique dans les opérations effectuées pour le compte d'un client. Et ça, on le verra également dans la démonstration des trois solutions. Pourquoi parler aujourd'hui de l'environnement normatif juridique, donc le règlement eIDAS qui porte donc, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc le règlement eIDAS, il encadre quoi? Donc l'identification électronique et les services de confiance. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était d'établir un cadre d'interopérabilité pour les différents systèmes mis en place au sein des États membres, puisque depuis une vingtaine d'années, si je prends l'exemple de la signature électronique, il y avait eu des volontés au niveau national dans les différents États sans qu'il y ait vraiment de convergence, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un cadre global pour tout le monde. Et du coup, derrière, de pouvoir promouvoir le développement d'un marché de la confiance numérique au sein des États membres avec des solutions qui sont reconnues de part et d'autre. Ce règlement, il existe maintenant et puis maintenant, il faut le mettre en place. Donc c'est pour ça que dans chaque État membre, il y a un organe de contrôle qui est chargé de cette mise en œuvre. Donc en France, on a l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est chargée d'accompagner et de sécuriser le développement du numérique. Et cette agence est rattachée au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Et donc, on vous a cité quelques exemples des organes de contrôle dans d'autres pays. Donc là, vous avez la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, par exemple. Mais c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Et la mission de l'ANSSI, pour appliquer ce règlement, c'est 4 points très simples. Tout d'abord, définir les modalités techniques permettant le respect des exigences. On l'a vu récemment avec le PVID quand ils sortent le référentiel et qui finalement dit... voilà, les prestataires, les règles que vous allez devoir respecter pour mettre en œuvre ce service.
Ils sont également responsables de la qualification des prestataires de services de confiance en France. Ensuite, ces prestataires sont inscrits sur une liste de confiance. Donc c'est là où vous allez retrouver tous les prestataires de services de confiance et services de confiance. Et donc le rôle de l'ANSSI, c'est de la créer et de la mettre à jour pour qu'ensuite ce soit reporté au niveau européen sur la Trusted List européenne. Et enfin, assurer la certification de conformité des dispositifs de création d'un signature ou de cachet électronique qualifié. Donc ça, on le verra notamment avec la partie signature électronique. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Camille Petot pour la partie lettres recommandées. Donc la lettre recommandée électronique, on est typiquement sur un service de confiance puisque c'est la transposition dans le monde digital de la lettre recommandée papier que vous connaissez tous et qui existe depuis maintenant près de 200 ans. Donc l'enjeu, c'était de la transposer dans cet univers électronique. Donc cette lettre recommandée électronique qualifiée par l'ANSSI, donc comme expliqué Morgane, sur la base d'une réglementation eIDAS, et elle comporte elle-même des briques de confiance. Donc vous le verrez, on a besoin de s'identifier, donc il y a une brique de vérification d'identité, il y a un cachet électronique, il y a un horodatage et il y a de la conservation. Donc on va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Alors d'abord, la lettre recommandée électronique, c'est quoi? C'est exactement comme dans l'univers papier, de l'envoi de documents qui répond à un besoin de protection juridique. Donc la lettre recommandée électronique de confiance qualifiée, elle va avoir l'équivalent juridique d'une lettre recommandée papier. La lettre recommandée électronique, ce n'est pas un email. Même si vous avez besoin pour l'envoyer de l'email de votre destinataire, cet email va servir pour envoyer une notification. On va le voir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Sur cette notification, il va ensuite pouvoir cliquer, s'identifier et récupérer la lettre recommandée. Mais l'email ne sert que à notifier l'envoi de la lettre recommandée électronique. Une lettre recommandée électronique, ça a un certain nombre de caractéristiques obligatoires. La plupart d'ailleurs sont identiques à l'univers du papier. Comme dans le monde papier, l'anonymat de l'expéditeur doit être préservé jusqu'à l'ouverture de la lettre recommandée électronique. Comme dans le monde du papier, il y a une notion d'horodatage. Dans le monde du papier, on parle du cachet de la poste qui fait foi. Là, on va avoir un horodatage électronique qui va faire foi. Comme dans le monde du papier, il y a un délai d'instance. Vous avez 15 jours pour récupérer votre lettre recommandée papier en bureau de poste. Vous avez 15 jours pour aller accéder à votre lettre recommandée électronique dans la notification. Et comme dans le monde du papier, le courrier doit être cacheté. Après, il y a des choses qui sont en plus dans le monde électronique, notamment le fait qu'on va vérifier l'identité de l'émetteur, de l'expéditeur. Dans le monde papier, on ne s'occupe que de vérifier avec le facteur celle du destinataire. Donc dans le monde électronique, il y a une sécurité supplémentaire sur l'émetteur. Et dans le monde électronique, si vous voulez envoyer une lettre recommandée à un particulier, vous devez au préalable obtenir son consentement. Donc ça, ce sont les caractéristiques qui sont obligatoires dans le cadre de la LRE. Et puis, bien entendu, grâce à ces caractéristiques obligatoires, on va pouvoir opposer, on va pouvoir dire voilà l'identité de l'émetteur et du destinataire, voilà les éléments d'horodatage. Comme les documents ont été conservés de manière sécurisée, on va pouvoir aussi prouver l'intégrité du contenu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre recommandée électronique de confiance, c'est-à-dire certifiée par l'ANSSI sur la base de la réglementation eIDAS, équivaut juridiquement à une lettre recommandée papier. C'est ça qu'on appelle un service de confiance. Alors la réglementation, sans aller dans trop de détails, parce qu'on l'a déjà expliqué, il y a un règlement européen, eIDAS, qui pose un cadre. Donc dans ce règlement européen, comme l'a expliqué Morgane, ça encadre des sujets d'identification et des services de confiance, dont la signature, dont parlera Frédéric tout à l'heure, dont la lettre recommandée électronique. Donc il y a des articles de ce règlement qui s'appliquent spécifiquement à la lettre recommandée électronique. Et puis il y a des exigences françaises qui sont venues s'ajouter, notamment la demande du consentement pour le particulier destinataire. Donc la lettre recommandée électronique en France, c'est à la fois répondre aux exigences du règlement européen eIDAS, mais aussi aux exigences supplémentaires imposées par l'État français. Si on prend maintenant un cas très concret, comment ça se passe, l'envoi de la lettre recommandée électronique et la réception de la lettre recommandée électronique. Donc, on a pris comme exemple Tom. Tom, il est RH, il est RRH dans une société,
on l'appelait la société truc, et il doit envoyer une LRE à Lucie. Lucie est salariée, donc destinataire particulier de la société truc, et par exemple, on va prendre un exemple, il lui envoie une lettre pour une convocation préalable, un entretien de licenciement. Alors, ce n'est pas l'exemple le plus heureux, mais peu importe. Comment va faire Tom? Donc, bien sûr, Tom, il a un compte, il a un contrat d'Ocapost, il a un compte R24, donc il va se connecter sur la plateforme d'envoi pour envoyer sa LRE. Lucie est particulier, donc il doit recueillir son consentement. Donc là, c'est de sa responsabilité en tant qu'émetteur. Il peut la recueillir de différentes manières auprès de sa salariée, soit par email. Il peut même avoir prévu, dès le départ dans son contrat de travail, une clause qui indique que le salarié accepte de recevoir des lettres commandes électroniques. Donc, il a le consentement de son destinataire. Il va pouvoir lui envoyer des LRE. Il va donc devoir s'identifier, puisqu'on a dit qu'on a un besoin d'un moyen d'identification et d'identité de niveau élevé. Donc, il y a plusieurs solutions chez R24. Ça peut être avec une clé, c'est-à-dire un certificat. Ça peut être grâce à des codes qu'on lui aura transmis préalablement et remis en face à face avec un facteur. Donc, il y a différentes façons pour lui de s'identifier. Ensuite, il va faire son envoi. Donc, il va renseigner l'email de Lucie qui va permettre d'envoyer cette notification et il va charger les différentes pièces jointes, une lettre ou d'autres documents en différents formats. Il va les charger et il va faire son envoi. Dès qu'il a validé son envoi, il va tout de suite recevoir une première preuve qui est la preuve de dépôt. Et là, justement, cette brique d'horodatage, le cachet entreprise vont être apposés sur cette preuve de dépôt et il pourra prouver que le 6 juillet, à 11h15, il a envoyé une LRE à Lucie. Comment ça se passe du côté de Lucie? Lucie, donc, elle aura au préalable donné son consentement, je ne reviens pas dessus, elle va recevoir cette notification de manière quasi instantanée sur son email qui va lui dire « Vous avez reçu une LRE, donc bien sûr l'anonymat de l'expéditeur est respecté. Vous avez 15 jours pour accéder à cette LRE, donc Lucie, on va dire qu'elle va faire ça rapidement. Elle clique sur le lien de la LRE et donc là, on lui demande de s'identifier puisqu'il faut qu'on puisse identifier le destinataire. De la même manière, en tant que destinataire, elle peut, elle aussi, pourquoi pas, utiliser une clé, un certificat. C'est assez peu probable pour les particuliers. Elle peut utiliser, si elle la possède, l'identité numérique de la Poste, qui est aussi un service de confiance de la Poste, lui-même qualifié par l'AIDAS, donc une identité numérique de niveau substantiel. Ou encore, si elle n'est pas encore équipée d'identité numérique de la Poste, nous avons un dispositif avec un système de face match vidéo où on filme la pièce, on filme la personne et nous avons des opérateurs en France qui vont valider eux-mêmes cette identité sur la base des éléments filmés. Donc une fois qu'elle s'est identifiée, elle peut directement accéder à sa LRE et accéder aux différentes pièces jointes s'il y a différentes pièces jointes. Elle peut aussi refuser d'accéder à sa LRE ou encore, comme on le ferait en bureau de poste, on oublie de se déplacer dans les 15 jours. On va parler de négligence de la LRE. Dans tous les cas, si je reviens à Tom qui est l'expéditeur, il recevra des preuves de dépôt pour lui dire si cette LRE a été réceptionnée, a été refusée ou a été négligée. Voilà, de manière concrète, un service de confiance transposé du monde physique vers le monde digital qui fonctionne très bien aujourd'hui puisque nous avons envoyé plus de 2 millions de recommandés électroniques en 2020. Merci Camille. Et juste peut-être terminer sur le dossier de preuve. Tout à fait. Le dossier de preuve, donc, les fameuses preuves de dépôt ou de réception ou de négligence ou de refus de la LRE, tout est conservé dans un dossier de preuve qui est bien sûr à la disposition de l'expéditeur et surtout qui est conservé de manière sécurisée pendant 10 ans et donc il pourra ressortir, si je peux m'exprimer ainsi, en cas de litige pour pouvoir prouver qu'il a fait cet envoi. Merci Camille. On va passer maintenant donc, à la signature électronique. Le chat est ouvert, donc si vous avez des questions sur tous les éléments qu'on vient de voir au niveau de la confiance ou au niveau là, spécifiquement de la lettre recommandée électronique, surtout n'hésitez pas à les poser, on y répondra en fin de séance. Du coup, Fred, la signature électronique, on va commencer par parler très rapidement du nerf de la guerre, les certificats.
Oui, merci Morgane. Donc en fait, un certificat a pour but de représenter, on va dire numériquement ou digitalement, une personne. Donc pour ce faire, un certificat va reprendre différents éléments, mais il faut d'abord le fabriquer. Et le fabriquer, on a besoin, on va dire, d'une autorité de certification. Cette autorité de certification-là doit être présente sur les trust lists EIDAS et ANSI pour la France, pour s'assurer, on va dire, que la société fabricante est bien qualifiée. Donc pour Docapos, c'est Certinomis. Et l'autorité de certification va, sur présentation, on va dire, des éléments, on va dire, représentant l'identité de la personne, va faire les vérifications d'usage et nécessaires, et donc va fabriquer le support. C'est une carte à puce, hein, si vous préférez, pour schématiser. Et dans ce support-là, on va retrouver les données d'identité de la personne, le numéro de série du certificat, l'identification de l'autorité de certification émettrice et la politique de certification. Le but d'un procédé de signature électronique, ça va être de prendre ce certificat-là représentant le ou les personnes signataires et de l'encapsuler dans le document, on va dire, PDF qui doit être signé. Alors justement, Fred, aujourd'hui, les certificats, comment on les utilise ? Il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc de manière, on va dire, traditionnelle, c'est avec, on va dire, un clé, voilà, il y a la petite loupe avec une clé USB qui embarque le certificat. Donc la personne sur son PC va introduire la clé USB pour apposer le certificat dans le document signé. Ou alors des usages à distance où là le certificat va être déposé dans des boîtiers sécurisés auprès du prestataire de confiance et va pouvoir être utilisé, on va dire, à la demande. Et deux types de certificats, on va dire soit à usage unique, donc de manière temporaire, on l'utilise de manière déléguée, ou alors réutilisable à plusieurs reprises. Et il faut savoir que le certificat a une durée de vie limitée dans le temps, donc le contexte réglementaire impose une durée de vie qui est comprise entre 1 an et 3 ans. Merci Fred. Sur la partie niveau de signature, donc aujourd'hui on a deux niveaux de signature qui sont définis dans le règlement EIDAS, donc la signature avancée et la signature qualifiée. Et donc finalement la cible, ça va être d'apporter un degré de confiance plus ou moins important selon les besoins. Donc je vais dérouler parce qu'on a des petits effets tout de suite. Donc les niveaux de signature, ils vont reposer sur quoi? Donc on l'a vu, les certificats qui sont vraiment là pour signer. Donc sur les 3 niveaux, on va voir aussi différents niveaux de certificats. Donc la signature simple, qui est aujourd'hui la plus connue et la plus répandue sur le marché. Donc là, on est sur des certificats, donc on est sur la base d'une identité déclarée. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant, ça va être sur les niveaux de signature avancés et qualifiés, puisque là, on va retrouver un certain nombre de degrés de certificats différents qui induisent eux-mêmes un niveau de vérification d'identité qui va graduellement être élevé en fonction, donc forcément le QCP c'est qualifié, donc plus je vais monter, plus je vais avoir un niveau d'identité, on va dire, de vérification certain. Et donc c'est là où ça devient très intéressant, puisque je vais pouvoir ajouter dans mon parcours des services de vérification d'identité. Donc ça peut être, on l'a vu, l'identité numérique. Et si vous avez des questions là-dessus, on va vous transmettre un lien également pour découvrir un peu plus ce qu'est l'identité numérique. Et donc tout ça, in fine, dans quel but? Tout simplement pour pouvoir délivrer un certificat au nom du signataire. Et donc c'est tout l'avantage également de cette démocratisation des services de vérification d'identité à distance. Ça va être de pouvoir proposer des niveaux de signature, on va dire, plus élevés, plus robustes, mais avec des parcours assez fluides pour le signataire final, puisque l'enjeu également de la digitalisation de vos process, c'est pour vous en interne, mais c'est également derrière pour proposer des services innovants et des parcours fluides à vos clients finaux. Et donc ça répond également à ce besoin-là. Les niveaux de signature, ils exigent parfois également l'utilisation de dispositifs de signature précis. Et donc là, on est clairement au niveau qualifié, puisque mon niveau qualifié s'appuie forcément sur un certificat qui est lui-même qualifié, mais à la seule différence que le dispositif de création de signature doit lui-même être également qualifié par l'ANSI, par exemple, ou par un organe de contrôle dans un autre pays, si ce dispositif dépend d'un autre pays.
Et donc derrière, les bénéfices peuvent être différents, et je vais surtout m'arrêter sur un, au niveau qualifié, qui est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve, où là, finalement, ça va être au signataire d'apporter les preuves qu'il n'est pas l'auteur de la signature, là où sur le niveau simple ou avancé, c'est souvent, même très fréquemment, le prestataire et notre client qui doivent apporter les preuves. Donc bien évidemment, comme pour la LRE, dans tout le procédé de signature, on constitue un fichier de preuves dans lequel on va venir alimenter tout le procédé de signature qui a eu lieu, avec toute la notion également d'horodatage et toutes les informations concernant le signataire qui permettront d'être restituées en cas de litige également. Donc en synthèse, la signature électronique, elle garantit 5 points. Donc l'identification du signataire, l'heure et la date de la signature, le consentement du signataire au contenu de l'acte signé, le lien entre le signataire et l'acte, et également la notion d'intégrité qui va être développée par Yume juste après, donc du document signé. Et tout ça pour un résultat final qui est que le document signé devient opposable et peut être présenté comme preuve en justice si besoin. Et donc maintenant, on va passer au bout de la chaîne, entre guillemets, avec l'archivage électronique. Yume, c'est à toi. Oui, effectivement, donc dans la continuité des services de confiance de Locapost, on va pouvoir... donc l'archivage électronique a été introduit dans le droit, notamment suite à la loi du 13 mars 2000, qui a modifié le code civil, et qui dit qu'un document électronique a la même valeur qu'un document papier, sous 2 conditions. Un, c'est de pouvoir rattacher la personne dont il émane, donc là on parle bien de signature électronique, comme l'a très bien fait Frédéric et Morgane. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité du document. Et donc ça va vraiment être le cœur de métier de Docapost en tant qu'archiveur, c'est de pouvoir prendre des engagements par rapport à l'intégrité et à la non-perte. Donc il y a des obligations légales. Ces obligations, elles sont exactement les mêmes que sur le papier. Parce que donc la première, ça va être la durée légale de conservation, notamment par rapport aux typologies de documents. Donc en fonction de la typologie de document, les durées de conservation peuvent aller de 1 an jusqu'à 99 ans. Et donc on va pouvoir garantir l'intégrité et la non-perte pendant toute cette durée de conservation, et bien sûr la lisibilité dans le temps, c'est-à-dire de pouvoir être lisible au niveau à tout moment, donc de pouvoir relire le document, et à l'issue également de la durée de conservation. L'archivage électronique également, ça va être également la protection et la sécurisation des archives à travers des procédés informatiques. Donc si vous ne faites pas face à ces obligations, il y a des risques réels derrière. Les premières, ça va être d'abord des sanctions, que ce soit administratives ou alors un contentieux avec un client par exemple, une incapacité de faire valoir ses droits, donc ne pas avoir les dossiers de preuves associés à l'archive et qui peuvent, en cas de justice, en cas de litige au niveau de la justice, on va dire que ça pose problème. C'est également des risques liés au RGPD, à la localisation des données. D'ailleurs, Docapost bénéficie de ses propres data centers qui sont situés en France. Et c'est bien sûr si, admettons que vous avez des documents à risque et stratégiques pour votre entreprise, de les confier à un tiers archiveur, c'est de la perte de savoir-faire. Donc tous ces risques que j'ai évoqués, ça va avoir un impact également sur l'image de marque de votre entreprise. Et donc aujourd'hui, on le voit au niveau de l'actualité, c'est vrai que voilà, toutes les semaines, on a des articles dans la presse avec des fuites de données ou des pertes de documents, etc., etc. Donc maintenant, pourquoi archiver ces documents ? Archiver ces documents, c'est pour faire face à des obligations légales et réglementaires, pour pouvoir répondre à des enjeux juridiques, fiscaux et administratifs. Donc un système d'archivage électronique, c'est vraiment est là pour pouvoir conserver le document sur de longues durées de conservation, garantir l'intégrité de celui-ci et bien sûr assurer la non-perte et la lisibilité. Donc au niveau du coffre-fort électronique, aujourd'hui on entend beaucoup parler de coffre-fort électronique. C'est vraiment une partie intégrante du système d'archivage. On peut voir un petit peu l'analogie bancaire sur le petit schéma, juste en dessous, sur le petit dessin. En fait, il faut comparer un système d'archivage électronique à une banque. Et en fait, vous allez stocker vos données dans un système d'archivage, et plus particulièrement pour le coffre-fort électronique qui sera destiné aux particuliers, notamment pour les bulletins de salaire ou des factures, et seul le particulier aura accès à cet espace d'archivage. Donc on va faire une grosse différence également entre l'archivage électronique à valeur probatoire et du stockage.
Pourquoi? Parce que le stockage va être destiné justement à sécuriser un document, mais ne va pas appliquer le nombre de process informatiques qu'on va voir par la suite pour pouvoir garantir l'intégrité et la non-perte de ces documents. Donc le tiers archiveur, en tant que tiers archiveur, DocaPost va prendre des engagements forts au niveau des données et au niveau de la durée de conservation. Et on en vient aux 5 étapes du processus d'archivage. Donc du coup, la première étape, ça va être la captation de l'information, de pouvoir recueillir l'information, identifier la plateforme versante ou alors la personne qui va verser les archives manuellement, de pouvoir vérifier les formats et de pouvoir associer des critères d'indexation pour pouvoir indexer les archives, mais également de pouvoir les retrouver pour la consultation. Le deuxième point, ça va être bien sûr la conservation avec l'application d'une suite de traitements informatiques, donc notamment le redatage pour avoir vraiment la date et l'heure certaine, le calcul d'empreinte et le scellement pour pouvoir justement assurer l'intégrité du document et pour avoir toutes les preuves associées à ce document. Le troisième point, c'est qu'à tout moment, vous allez pouvoir consulter le document, de pouvoir télécharger une copie de l'archive ou de pouvoir la partager, que ce soit avec un partenaire, de pouvoir la partager avec, par exemple, une administration en cas de contrôle fiscal ou autre, par exemple. Et c'est de pouvoir diffuser l'information et en fonction des droits des utilisateurs. La quatrième étape, ça va être la gestion du sort final. La gestion du sort final, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va associer un sort final à une archive et on va appeler ça le principe de réversibilité, où il y a 3 possibilités dans ce principe de réversibilité. La première, c'est en cas, vous avez conservé la durée légale par rapport à la typologie de document, vous n'avez plus du tout de risque juridique derrière, dans quel cas l'entreprise va nous donner l'ordre de détruire ces documents. Et donc, on va vous faire des attestations de destruction. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un risque majeur au niveau des archives, un risque juridique, et donc vous allez nous demander de proroger la durée de conservation, donc on va pouvoir rallonger cette durée de conservation. Et la dernière solution, ça va être la restitution, c'est-à-dire qu'on va vous fournir un ensemble d'archives et vous restituer les archives avec les éléments de preuve associés pour pouvoir les récupérer chez vous. La 5e étape, et ça, elle est pareil, elle est possible tout au long de la durée d'archivage, à partir de la captation jusqu'à la fin de l'archivage, c'est de pouvoir piloter et administrer la plateforme du système d'archivage. Piloter, pourquoi? Pour pouvoir sortir des statistiques, par exemple, sur la volumétrie versée en fonction de la typologie de document, et également de pouvoir gérer les droits en fonction des profils d'utilisateurs. Qui pourra consulter, qui pourra verser, qui pourra aller dans tel espace d'archivage, etc., etc. Il y a également une dernière brique qui était importante sur la partie 5 au niveau du pilotage. Ça va être le dossier de preuve. Le dossier de preuve, pourquoi? Parce que en cas de litige en amont, on va pouvoir récupérer les éléments de preuve associés à l'archive et de pouvoir, face à un contrôle ou un contentieux avec un client, de pouvoir les restituer au juge ou à l'administration fiscale pour dire que vous êtes de bonne foi, que vous avez bien respecté la durée de conservation, l'intégrité des documents, etc., etc. Maintenant, au niveau des briques supplémentaires sur la confiance, la conformité et les normes, ça va vraiment régir le métier de tiers archiveur. Et donc par rapport à ça, DocaPost est le tiers archiveur le plus certifié du marché. Et qui plus est, le seul tiers archiveur en France à être qualifié eIDAS pour la préservation et la validation des signatures. La validation des signatures électroniques, c'est quoi? C'est de pouvoir vérifier que la signature était bien valable au moment du dépôt, qu'elle a bien été émise auprès d'une autorité de certification reconnue au niveau du règlement eIDAS, et de pouvoir préserver la signature électronique. C'est quoi? C'est comme vous l'a dit tout à l'heure Frédéric, c'est qu'un certificat a une durée de vie en général de 1 à 3 ans. Et souvent, les durées de conservation légale ne sont pas en rapport avec la durée du certificat. Et donc, de ce fait, les plateformes de DocaPost vont pouvoir préserver cette signature dans le temps, donc vraiment en corrélation avec les durées de conservation des typologies de documents. Donc, c'est vraiment un avantage d'avoir cette qualification eIDAS. Et si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu plus loin au niveau des questions-réponses. Merci Youmé. Donc il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes tous ensemble pour aborder ces sujets de confiance.
Donc on vous a fait un petit résumé donc finalement des services de confiance aujourd'hui. Donc là vous avez la picture d'Ocapost, donc qualifié IDAS. Donc on a la partie certificat dont vous a parlé Fred. Donc là c'est porté par Certinomis, notre autorité de certification. On a ensuite donc, toute la partie du tiers archiveur, donc au niveau de la validation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés, mais également la partie conservation de ces signatures et de ces cachets. On a après la partie temps avec l'horodatage électronique qualifié qui est également porté par notre autorité de certification Certinomis. Et enfin, ce que vous a présenté Camille, la lettre recommandée électronique qualifiée qui est portée donc, par la filiale AR24. Donc tout ça, on a le visa ANSSI et du coup, tous ces services se trouvent sur la fameuse Trusted List européenne. Et donc vous pouvez retrouver tous ces services sur la liste qui est disponible en ligne. Enfin, la partie identification, on en a parlé de manière récurrente, que ce soit de pouvoir identifier l'émetteur d'un recommandé, mais également le destinataire, de pouvoir identifier le signataire d'un document en signature électronique, mais également de pouvoir identifier la personne qui va déposer des archives. Donc aujourd'hui, en termes de moyens d'identification électronique, donc Camille vous en a parlé, on a aujourd'hui dans l'écosystème La Poste l'identité numérique. Donc on a 3 niveaux aujourd'hui sur l'identité, le niveau faible, substantiel et élevé. Donc l'identité numérique dispose du niveau substantiel, process de qualification également côté ANSSI et IDAS. Et du coup, Camille, je te laisse dire quelques mots sur la nouveauté future à venir au niveau de la vérification d'identité à distance. Donc le PVID, donc ça veut dire prestataire de vérification d'identité à distance, donc c'est le tout dernier référentiel publié par l'ANSSI. Il a été publié au mois de mars et il va permettre donc à des prestataires de déposer, enfin il a permis à des prestataires déjà, dont R24 et d'Ocapost, de déposer un dossier en vue d'une certification. Donc ce nouveau dispositif, ce nouveau référentiel permettra de faire des vérifications d'identité à distance, par exemple dans des parcours de type de souscription à des prêts ou encore tout service pour lequel on a besoin de justifier de son identité. Donc ça peut être aussi des locations, ça peut être prouver sa majorité pour accéder à des jeux en ligne. Donc on voit qu'on a beaucoup de cas d'usage comme ça où aujourd'hui il n'existait pas jusqu'à présent en France de cadre pour pouvoir faire ces vérifications d'identité à distance. Donc Docapost, tiers de confiance numérique, comme vous l'avez vu et comme l'a expliqué Morgane, qui est le seul sur le marché à être présent sur tous les services de confiance et tous les services AIDAS. Bien entendu, naturellement, c'est positionné sur ce nouveau référentiel PVID. Donc, nous attendons dans les jours qui viennent la confirmation de l'ANSSI de la prise en compte de notre dossier. Et donc, ça sera un nouveau service. Je m'avance un peu, mais je suis confiante, au catalogue de Docapost d'ici la fin de l'année. On a terminé la présentation. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ou si vous voulez qu'on revienne sur quelques notions ou pas, c'est maintenant. C'était très clair. Visiblement. Toujours pas de questions. Oui, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions spécifiques, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé, de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc vous aurez la possibilité de le visualiser en replay, donc directement depuis le mail de remerciement qu'on va vous envoyer dans les heures qui arrivent. Et donc n'hésitez pas également si vous avez besoin de... Ah, s'il y a une question de Marcel. Donc c'est pour toi, Yume, je te la lis. Est-ce que Docapost bénéficie d'une obligation de résultat ou d'une obligation de moyens en cas de mise en œuvre de sa responsabilité par rapport à la conservation des données? Alors,
tout va dépendre des solutions, parce qu'il y a plusieurs solutions au sein de DocaPost en tant que tiers archiveur. Mais sur une partie, oui, effectivement, c'est des obligations de résultat. Quant à l'intégrité des documents et à la non-perte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir chercher en responsabilité DocaPost en tant que tiers archiveur en cas de rupture d'intégrité ou de perte d'un document. Pour rien vous cacher, ça ne nous est jamais arrivé encore, et heureusement, de perdre un document ou d'avoir une rupture d'intégrité. Donc oui, effectivement, obligation de résultat. Également sur la partie donc, intégrité et également sur la durée de conservation. Merci Youmé. Donc il n'y a pas d'autres questions. Je regardais s'il y avait un dernier message. Il n'y a pas d'autres questions. Donc merci à tous d'avoir participé. Axel vous met le lien pour voir les différents webinars qu'on a pu avoir, notamment si vous voulez voir spécifiquement, par exemple, la solution de signature électronique. Il y a un certain nombre de webinars qui ont été faits à ce sujet. L'identité numérique également. Il y a aussi un webinar spécifique qui a été fait sur le recommandé électronique avec une démo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de DocaPost. Et puis merci à tous d'avoir participé. Puis on vous souhaite un très bel été et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.